Pendant 27 ans, l'homme a régné sans partage sur le Burkina Faso. 27 ans de ce que l'opposition qualifie de crimes de sang et de crimes économiques. Près de 3 décennies qui avaient fini par cimenter de Blaise Compaoré l'image d'un chef indéboulonnable. Et arriva le 30 octobre 2014, une manifestation monstre contre le projet de Compaoré de briguer un 3e mandat. La manifestation, un point culminant de plusieurs semaines de marche. Le pouvoir du capitaine Blaise Compaoré se révélant comme un dictateur. L'objectif initial était de forcer Blaise Compaoré à renoncer à ses intentions de rester au pouvoir. Mais au 2e jour de la mobilisation, le 31, un changement radical. La rue ne veut plus rien d'autre que le départ pur et simple du président. Et contre toute attente, Blaise Compaoré, fatigué, annonce sa démission. L'euphorie du changement va vite tourner au cauchemar pour le pays des hommes intègres. Comme jamais auparavant, le Burkina Faso deviendra la cible de fondamentalistes qui livrent un djihad larvé dans le pays. Des attentats à Ouagadougou, la capitale, des attaques aujourd'hui presque quotidiennes dans le nord. En plus de cela, l'opposition continue de dénoncer un déficit de gouvernance, ce que rejette le gouvernement de l'actuel président, Roch-Marc Christian Kaboré. 5 ans donc après, Blaise Compaoré, des problèmes, notamment l'insécurité, ce qui fait le lit de la nostalgie. Ce qui fait le nid de la nostalgie. Sous Blaise Compaoré, les Burkinabés ne connaissaient pas le terrorisme. L'actuel président burkinabé l'a reconnu. Le Burkina Faso était le nid des leaders terroristes. À l'époque, Blaise ne cachait pas sa proximité avec certains d'entre eux. En contrepartie, il ne devrait pas attaquer son pays. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui parle peu, mais sa voix pèse lourd. Tout d'abord parce qu'il est à la tête de son pays depuis un quart de siècle, mais aussi parce qu'il est au cœur des crises qui secouent l'Afrique de l'Ouest depuis tant d'années. Alors, vous êtes aussi en contact avec les forces qui contrôlent le nord du Mali. Il y a plusieurs groupes. Alors, ils sont souvent dépeints ici en Occident comme des fous de Dieu, des terroristes fanatiques. Vous leur parlez, ça ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs dans la région, votre rôle, vous le savez sans doute. Roch-Marc Christian Kaboré disait ceci de Blaise Compaoré. Vous parlez vous-même de votre prédécesseur, Blaise Compaoré. Il y a des rumeurs que l'ex-président burkinabé aurait eu des liens avec des terroristes et que c'est justement à cause de sa chute maintenant que le Burkina Faso souffre du terrorisme. Qu'il y ait eu des liens, je pense que ce n'est pas des rumeurs, c'est un fait établi, maintenant. Est-ce la raison pour laquelle... Mais non, mais le Burkina Faso a bénéficié de la paix sociale pendant des années parce que, quelque part, nous avions un deal qui était là. Ça me semble évident. Maintenant, concernant la suite, je dirais que, comme on a dit, c'est du fait qu'il y a eu justement ce genre de situation qu'on est en droit de se demander pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso est-il plus sensible. D'autant plus que je dois rappeler qu'après le départ de Blaise Compaoré les élections, à peine nous avons mis le 12 janvier le gouvernement en place que le 15 nous avions le premier attentat au Burkina Faso avec plus de 30 morts. Alors qu'il n'y avait rien qui présageait de cela. Et depuis lors, nous sommes dans une activité antiterroriste dont l'objectif c'est de nous empêcher de travailler. C'est tout. Est-ce que vous confirmez aussi à ce moment-là que des leaders terroristes sont venus chez vous, vous réclamer les voitures qu'ils avaient commandées à votre prédécesseur? Je confirme, puisque j'ai été touché dans ce sens lorsque je suis arrivé. Je ne suis pas au courant, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas informé de ces commandes, donc par conséquent, vous pourrez aller réclamer ces voitures à qui de droit qui est en Côte d'Ivoire. Il vous dirait oui les amis, mais moi je n'étais pas dans ces deals-là. Et comment ils ont réagi? Je ne sais pas. Nous, notre conversation s'est arrêtée là. Maintenant, comment ils ont réagi, je ne peux pas donner la suite. Puisque vous dites qu'avec Blaise Compaoré, il y avait un deal qui permettait au pays d'être à l'abri des attaques terroristes, pourquoi ne pas solliciter ces conseils aujourd'hui si vous voulez que votre pays soit en paix? Si les conseils, c'est de nous amener à faire des deals avec le terrorisme pour le trafic, je pense que c'est un mauvais conseiller pour nous. Peut-être qu'il a de l'expérience, on a vu assurer des médiations. Oui, mais c'est justement au travers de ces médiations que les deals ont été tissés. Alors, donc, je ne vois pas comment on peut demander à quelqu'un de vous expliquer comment avec un voleur vous pouvez vous entendre pour continuer
à voler d'autres et vous serez en paix. Je pense qu'il y a quand même une question d'éthique à avoir. Il est également essentiel d'avoir le courage de procéder à des réformes de nos institutions multilatérales actuelles, notamment le Conseil de sécurité et des institutions internationales, afin de les adapter aux réalités de notre temps, afin qu'elles soient plus inclusives, plus justes, plus équitables, mais surtout plus représentatives. Nous sommes d'accord. Le métier du droit du veto perpétue les tensions dans les relations internationales, encourage la politique du deux poids, deux mesures et paralyse l'action de l'ONU. Sa suppression, en revanche, permettrait d'éviter des interventions sélectives, des actions unilatérales contestées et le glissement progressif de l'organisation vers la désintégration et le chaos. Mais soyons réalistes et lucides. Le message de Diop tombe dans l'oreille d'un sourd. Les nations qui contrôlent aujourd'hui l'ONU, en particulier les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, n'ont aucun intérêt à ce que l'organisation soit véritablement réformée. Leur position dominante est un privilège historique. Ils préféreront toujours maintenir un statu quo qui leur garantit un rôle hégémonique, même au détriment de l'efficacité, de la légitimité de l'ONU. Certes, de nombreux pays soutiennent le plaidoyer de Diop. 65 ans après les indépendances, l'Afrique, continent de près de 2 milliards d'habitants, doit obtenir sa place légitime au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Même en Amérique latine ou en Asie, certains ont exprimé à maintes reprises leur souhait de voir une réforme du Conseil de sécurité. Ils réclament une représentation plus équilibrée et la fin de l'injustice institutionnelle qui marginalise la majorité des États membres. Mais la réalité est que la volonté politique ne suit pas. Et Piotr Tolstoï a eu exprimé le vrai motif. C'est très simple parce que l'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est les pays qui ont gagné cette guerre, qui ont créé l'ONU et qui ont entré dans le Conseil de sécurité avec le droit de veto. Après la fin de la guerre froide, les États-Unis ont imaginé que le monde est à eux et que c'est eux qui vont dicter au monde entier leurs règles sur la démocratie libérale et sur tout cet vocabulaire un peu colonisateur qui disperse aujourd'hui dans le monde, en Afrique notamment, mais aussi au Proche-Orient. Et donc tous les conflits dans le monde ne peuvent pas être résolus par l'ONU parce que dans l'ONU il n'y a pas l'unanimité, il n'y a pas les règles. Donc pour réformer l'ONU, alors soit il faut une nouvelle guerre, et les vainqueurs de cette guerre vont réformer l'ONU, soit il faut que les pays occidentaux comprennent que leur temps est passé, que le monde est multipolaire, que il y a d'autres puissances mondiales, il y a la Chine, l'Inde, il y a les pays en train de se développer d'une façon... Si les critères sont économiques, c'est une chose. Si les critères sont militaires, politiques, je ne sais pas quoi, c'est une autre chose. Donc il faut choisir les critères, il faut bien que cette organisation sorte de cette espèce de rêve léthargique dans lequel il est aujourd'hui. Les mots de Piotr Tolstoï peuvent être durs, mais c'est la réalité.